Rebonjour à tous. Alors nous sommes extrêmement nombreux sur la scène. Je dois vous avouer que ça me fait un peu peur à moi-même parce que je n'avais pas prévu autant de monde. Voilà, mais ça montre un peu la diversité des parcours archéologiques, des missions et des pratiques voilà, qui sont en cours et que nous souhaitions mettre en avant. Et donc je vais vous présenter très rapidement. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne suis pas sûr de voir tout le monde. Voilà, donc on va commencer par Grégoire Mété, qui est chercheur au CNRS, au MNHN. Voilà, vous verrez ensuite comment dire, les missions dont ils sont membres, hein, avec Narciso Domingos Samao, qui est, je crois, doctorant au laboratoire TRACE. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Avec Kylian Ewale, chef des projets Sustainable Lalibela et Sustainable Heritage in Ethiopia. Alors, pour ceux qui ont besoin d'une traduction, est-ce que vous avez besoin d'une traduction l'un et l'autre? Non? Ça va, ok. Nous avons voilà, Marie-Laure Dera, qui est directrice de recherche au CNRS. Nous avons Romuald Hous, qui est chercheur à l'Institut français d'études andines à Lima. Nous avons Zoïd Tirtsoni, qui est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire ARSCAN. Nous avons Etleva Nalbani, chargée de recherche au CNRS, UMR, Orient Méditerranée au Collège de France. Georges Mohamar, chargé de recherche au CNRS, au sein de l'UMR, Arché-Orient. Et Pierre Leroy, voilà, qui est chargé de la lutte contre le trafic des biens culturels à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Donc, ce matin, nous avons parlé de l'écosystème de la recherche en archéologie, des financements et des spécialistes, en mettant l'accent sur l'enjeu de la coordination entre tous les acteurs. Cet après-midi, nous avons voulu évoquer quelques pratiques intéressantes que nous avons identifiées parmi le grand nombre de missions à l'étranger. Alors, évidemment, c'est une sélection un peu arbitraire, faite entre Alexandre Farnoux et moi, née de la nécessité de faire un choix, mais une sélection qui aurait pu être différente compte tenu de la richesse des missions qui sont représentées ici. Et j'avoue être modestement un peu responsable de certains choix dictés par la pratique de la coopération et des mécanismes du ministère des Affaires étrangères. Là, quand j'étais en poste comme conseiller culturel, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de fouilles, voilà, de visiter beaucoup de missions. Certains des directeurs sont là d'ailleurs, que ce soit dans les Balkans ou au Moyen-Orient. J'ai travaillé aussi avec des archéologues sur la lutte contre le trafic des biens culturels ou sur la valorisation des sites. Et cela m'a permis d'ailleurs de faire évoluer ma vision des choses après avoir lu, mais je crois que quand on est adolescent, on le lit tous, le trop fameux des dieux, des tombeaux, des savants, voilà, vision romantique, si elle en est, mais là, que j'avais eu déjà l'occasion de contredire quand j'étais en étudiant en histoire et que je faisais des fouilles de sauvetage à Toulouse, voilà, fouiller des égouts, voilà, même quand ils sont romains, voilà, n'a pas la même saveur que le suivre les aventuriers en Égypte. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'était voilà, quand j'étais en poste, hein, et depuis que je suis là, donc 2 ans et demi à ce poste de pilotage de la politique en archéologie, mais aussi en patrimoine
et en SHS. Voilà toute la diversité des missions et la mutation des recherches archéologiques, voilà, que j'ai vues dans les 20 dernières années, voilà, même en tant qu'observateur extérieur, on voit très bien, comment dire, l'évolution de l'archéologie, du rapport de l'archéologie face à son environnement, comment dire, et puis l'évolution aussi du dialogue, voilà, que les archéologues ont avec leur environnement, les autorités, les populations, etc., etc. Et je voudrais justement que nos intervenants nous exposent non pas l'aspect scientifique de leurs fouilles, mais la manière dont ils interagissent avec la société qui les accueille, comment ils se positionnent vis-à-vis des demandes de cette société, comment ils travaillent avec leur environnement, les autorités, la population, les étudiants, etc., etc. Nous avons ici des pratiques différentes, beaucoup de chantiers écoles, des démarches participatives, beaucoup, des missions qui s'intègrent aussi dans les politiques publiques patrimoniales ou de développement ou d'aménagement du territoire, ou des missions qui ne font pas que s'intégrer dedans, voilà, mais qui participent aussi, voire qui suscitent ces politiques, et des missions aussi qui peuvent également participer aux efforts communs contre le pillage des sites et les trafics. Je les remercie tous de leur participation. Là, certains viennent de loin, d'Éthiopie ou du Pérou, et je suis très heureux de les avoir ici. Je vais leur poser 3 questions successives en leur demandant d'être extrêmement succincts dans leurs réponses. Et voilà, je vais avoir le mauvais rôle d'être le gardien du temps, voilà, un rôle d'autant plus important que nous sommes extrêmement nombreux. Donc en essayant de ne pas dépasser 5 minutes à chaque fois et essayer de garder 30 minutes de débat avec la salle. Je vais commencer par une première question qui s'adresse à tous. Alors voilà, je ne sais pas, nous avons pris l'initiative d'inviter aussi des duos, voilà, pour l'Angola et l'Éthiopie, voilà, des membres voilà, français et angolais ou éthiopiens. Voilà, donc à vous de voir voilà, comment vous répartissez la parole. Donc ma première question, je voulais savoir comment vous voyez l'évolution des pratiques sociétales et sociales de l'archéologie. Quel positionnement vous avez choisi, vous, sur votre fouille, vis-à-vis de la population qui vit sur le site, vis-à-vis de ces demandes de redevabilité aussi, de résultats. Ça peut être de la formation, du développement économique, des questions identitaires aussi qu'ils ont. Comment vous vous positionnez face à des critiques de néocolonialisme qui peuvent encore émerger, et comment on peut aussi faire face à la nécessité de lutter contre les pillages et les trafics, voilà, ce qui est finalement à la fois une redevabilité envers le pays d'accueil et envers la France aussi. Alors on va peut-être commencer par M. Mété, enfin voilà, avec la fouille en Angola, si vous le souhaitez. Donc, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Grégoire Mété et je ne suis pas du tout archéologue. Donc je suis là pour suppléer Isis Mesfin, qui est la directrice du projet Angola, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui.
Moi, j'ai plutôt un parcours de paléontologie, géosciences. Mais je vais quand même essayer de parler avec Narciso de différents aspects qui sont développés dans ce projet. Je dirais qu'il y a 3 axes principaux donc sur lesquels on se positionne. Il y a un axe recherche, évidemment, qui est lié à l'aspect patrimoine, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a un aspect formation qui est très important. Et puis, un 3e aspect, c'est l'aspect muséologie, puisque en fait, ce projet est mené en collaboration avec le Musée national d'archéologie de Benguela. Et le cœur de ce projet, c'est en fait Isis Isis Mesfin du côté français et Maria Elena Benjamin, donc, qui est la directrice du musée du côté angolais. Et donc Maria Elena, en fait, c'est vraiment la personne sur place qui s'occupe de tout, notamment des permis de fouille, mais également des relais par rapport aux universités, par rapport aux aspects de valorisation aussi, et donc de patrimoine. Alors je vais commencer par la recherche, et je vais lier ça au patrimoine parce qu'on protège que ce qu'on connaît. Et donc, il y a une démarche de recherche et de patrimoine qui se fait, j'ai envie de dire, en parallèle. Donc, sur des fouilles qui sont menées sur la côte angolaise, ce sont des plages surélevées qui livrent du matériel lithique et un petit peu de faune. Et il y a des écoles de fouilles, il y a des écoles qui sont organisées chaque année avec des étudiants, donc de l'université de Tsombé, mais je laisserai Narciso en parler tout à l'heure. Et ces gens qui viennent fouiller, ces jeunes qui viennent fouiller, ça s'inscrit dans leur cursus, puisque c'est un module de leur master qu'ils peuvent valider. Et à la suite de ça, il y a évidemment aussi des échanges qui sont effectués. Donc, je parle de Narciso, par exemple, qui fait sa thèse à Toulouse, mais il y a aussi 2 étudiants qui sont en master de l'université de Tsombé. Donc voilà, l'aspect formation, mais je vais laisser Narciso en parler maintenant. Et puis l'aspect muséo. Il y a un musée d'histoire naturelle, il y a un musée d'archéologie, avec des collections aussi d'histoire naturelle, des collections paléontologiques qui ne sont pas trop valorisées. Donc, ça serait intéressant. Moi, c'est un petit peu la partie qui m'intéresse. Il y a un musée d'archéologie qui est très chouette, avec un projet muséologique pour valoriser, pour conserver, parce qu'il y a un besoin d'expertise aussi locale pour de préparation, mais aussi de conservation des données qui sont collectées sur le terrain. Et de valorisation. Donc ça, c'est plus de la muséologie. Voilà, je pense que ce que j'ai à dire pour l'instant. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup. Vraiment, je suis un résultat de cette coopération de France à l'étranger parce que j'ai fait mon master ici à France, à Ménachène. Et maintenant, je suis à la 12e année de la thèse dans l'université de Toulouse, Jean Jaurès, laboratoire TRACE. C'est un laboratoire qui aide aussi les étudiants pour faire des recherches à l'étranger. Et comme Grégoire a déjà dit, en Angola, je suis vraiment un professeur. Je travaille en archéologie. Je travaille déjà à 7 années. Mais les premières 3 années, je parle avec mes étudiants d'archéologie, mais jamais j'ai été à la terrain. Je suis à la terrain vraiment grâce à cette émission préhistorique franco-angolais. Et Angola, c'est vraiment un pays jeune parce qu'il y a 34 millions d'habitants. Plus d'habitants sont vraiment très jeunes. Et la ville où je travaille, c'est une ville qui s'appelle Sumbe. Peut-être même c'est la 11e ville plus importante en Angola, n'est pas une grande ville avec la comparaison à Luanda, qui c'est la capitale. Et tous les autres étudiants, ou la majorité de nos étudiants, ils viennent même dans la communauté, sont des étudiants qui viennent de la communauté. Et quand il y a des fouilles archéologiques, que c'est vraiment financier pour cette mission préhistorique franco-angolaise,
la sélection des étudiants, ils partent d'abord même des étudiants qui viennent de quel village. Et je vais donner un exemple plus rapidement. Par exemple, on travaille en ville, un village qui s'appelle Ndalambiri. C'est une ville que les gens là-bas, ils ne parlent même le portugais parce que nous, Angolais, on parle portugais, mais les habitants de quel village, ils parlent Kimbundu. Par exemple, voilà, les pauvres, c'est bonjour. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas les portugais. Et quand ils peuvent même regarder, viennent les personnes, les étrangers, les Angolais qui viennent d'une ville, ils demandent peut-être ces personnes ici, ils sont venus ici faire des recherches économiques. Parce que l'archéologie angolaise, il est né pour l'exploration des diamants. Quand il veut quelqu'un fouiller, il dit non, peut-être il fouille parce que là-bas, peut-être il y a des diamants. Mais notre étudiants qui sont partis même de cette communauté, de ce village, ils parlent avec les personnes des villages. Non, ils viennent ici faire des fouilles archéologiques. Fouilles archéologiques, qui est ça, un fouille archéologique? Pour cette demande-là de la communauté, de la population, nous avons fait un exercice cette année 2025. Chaque fois, à la dernier jour, il faut faire une exposition archéologique avec les matériaux qu'on trouve dans les fouilles pour montrer à la population. Ce sont les choses que nous avons trouvées pour cette fouille. Et cette année, par exemple, il y a un ancien de la communauté. Il est venu calmement à regarder. Il s'est concentré pour un fragment de céramique. Il a dit, oh, notre ancien, vraiment, ils ont fait les choses avec la céramique. Par exemple, moi, il dit, lui, par exemple, moi, chez moi, il y a des marmites en argile. Aujourd'hui, moi-même, je peux faire les marmites en argile. C'est vrai, oui, c'est vrai. On le demandait. Il a nous apporté beaucoup de marmites en argile que la communauté fait. Et 2026, dans le mois de mai, il y a une formation où cet ancien, il va montrer même à les jeunes de la communauté comment ça marche, comment c'est fait aujourd'hui en marmite en argile. Et pour terminer, je vais passer déjà la parole. L'autre bonne expérience qu'il y a vraiment à cette union, la communauté, l'université, la mission franco-angolaise, c'est que cette année, la communauté, après nous regarder, dit non, vous faites ici très bonnes choses. C'est pour ça qu'on va vous montrer les autres sites archéologiques que jamais quelqu'un a là-bas. Ils nous ont montré cette année 5 sites archéologiques qu'il n'y a pas de publication et jamais quelqu'un a là-bas. Après, peut-être je peux parler plus. Merci beaucoup. I'm sorry, I'm not going to talk in French, just in English. I think you all are the intellectuals, then you can understand. And I'm so sorry, I'm so sad not to speak your beautiful language. And I was going back to Lalibela. My name is Kidane, I'm coming from Lalibela. Lalibela is like in Ethiopia, 700 to the north, 700 kilometers to the north. And this place, it is not only an archaeological site, it is a sacred place, it's a very religious place. It's a destination of a pilgrimage. Once in a year, more than 300,000 people are going to the site. It's the proud of Ethiopia because people always mention this is our proud or then just it's a World Heritage Site. And there is the Ethiopian Heritage Authority who's working and following this site. And then there is many actors as a region, as a federal level, as a local community. From the Addis, from the Patriarch office from Ethiopian Orthodox Church to the Amhara region, and then the zonal level also, there is many involvement. Then it is not like a site only archaeology. In the middle, there is this science, archaeology. And then just we have to create a kind of a methodology, how we are going to implement an archaeological excavation, how people are participating. When I'm coming, the question, it is about the archaeology, evolution of archaeology through the community participation. And in the first period, in 2010, when we start archaeological work,
people were not understand, and it was really not easy. It was not easy. People were watching what they're doing, what they're excavating, because that is, as I told you, it's a sacred place. Every day people are going to the church to practice, and in the middle there is people who are excavating, maybe in the road or nearby the churches, and this was a challenge. And first, just when we are selecting the people, it was randomly selecting people and go to excavate. And through time, what we learn, okay, how we are gonna involve all the communities and to disseminating the information for the communities. Now, at that time, it was 24,000 people living in the site, in the community. Now it's 42,000 inhabitants are living in the site. Then we have to, adjust ourselves. Then there is an administration of, normally, there is an administration, Kabbalah administration. This is, they divided the people like that. And the other one is in religion. There is a head of the church, and then it is 10 churches. And there is a head of the main church, and then after the main religious leader, and then after there is a people and the community, elders, to get together and to create a kind of a committee, and to make them people, to work with us, to understand what we are doing, and to put them in each discussion. Nowadays, just on social media also, it is, there is a fake news when it is circulating, and then people accept that and they run. We're not, it is a big challenge, but we don't take it as an obstacle. We took it as an opportunity to deal, to negotiate, and to create a dialogue through the communities. And we'll create a dialogue, roundtable discussion, and then after, these elected people, they will go to discuss with their associations. And this is the way we are involving now, just going through the heritage restoration, conservation things. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être ici. Je m'appelle Romuald Hoos, donc je suis co-directeur d'une mission archéologique française qui s'appelle Altiplano, qui est une mission donc sur le lac Titicaca et un peu à la frontière, donc on essaye d'avoir un projet transfrontalier puisque le lac Titicaca est divisé par la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Et sur la question de la participation et de l'archéologie participative et de la manière dont on vient, nous, faire de l'archéologie dans un territoire aussi lointain, c'est assez intéressant parce que justement, la Bolivie et le Pérou ont deux politiques totalement distinctes concernant leur politique culturelle. En 2004, la Bolivie notamment a totalement décentralisé ses pouvoirs locaux et a redonné en partie l'intégralité de la gestion du patrimoine aux communautés paysannes directement vivant sur place. Sur le territoire, nous, du projet, par exemple, il y a 84 communautés. Les 84 communautés ont le dernier mot sur les sites archéologiques, sur les actions que nous, on a le droit ou pas de mener. Et puis, c'est très intéressant, c'est qu'on est obligé, bien sûr, d'avoir une autorisation à la passe. Donc, on va demander une autorisation au ministère de la Culture pour réaliser la temporada, c'est-à-dire pour réaliser la campagne de fouilles. Et en réalité, cette autorisation n'a valeur qu'à la passe. En fait, quand on va quitter la passe et quand on va aller dans les territoires, là, on va devoir désormais travailler avec le gouvernement municipal, le gouvernement régional, et puis ensuite avec l'ensemble des communautés. Donc tout ça, en fait, ça a de facto initié chez nous. Alors je dis chez nous, c'est Christophe Delard et Sergio Duran-Chacon qui sont les deux autres directeurs du projet. Ça a directement en fait initié une réflexion sur comment nous-mêmes réussir à travailler dans ces conditions et comment réussir à le faire
en étant le plus transparent possible avec les populations. Il y a M. Mété au début qui disait il y avait 3 pôles. Je me suis un peu repéré dans ce que vous disiez concernant le projet Altiplano aussi. C'est vrai qu'évidemment, on va avoir la recherche, hein, ça va être le premier axe. Mais en fait, cette recherche-là, il faut que nous, on réussisse à l'organiser avec les besoins et ce que cherchent les communautés. Il y a des choses toutes bêtes, par exemple, il y a des communautés qui vont avoir envie de faire qu'un site soit fouillé, qu'un établissement qui leur appartienne soit mis en valeur par un projet français, un projet international. Pour nous, ce n'est pas un établissement très intéressant, donc il faut réussir à jouer la carte en disant ça ne rentre pas dans nos problématiques, et d'un autre côté, réussir à toujours être dans ce dialogue. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de simplement co-construire les problématiques du projet directement avec les populations locales. En fait, chaque année, on va savoir exactement où on va se rendre, donc la zone de prospection est divisée. Ça va nous permettre en amont, en fait, de directement organiser des réunions. Alors ça, comme nous, alors maintenant j'ai la chance de vivre directement sur place, donc je peux m'y rendre. Avant ça, c'était le co-directeur local, Sergio, qui se rendait directement tous les ans sur les terrains pour visiter les communautés et parler directement avec elles, en disant nous, voilà un petit peu ce qu'on cherche archéologiquement pour cette année. On va peut-être proposer des fouilles ici, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, en fait, c'est comme ça aussi qu'on va avoir tout ce travail d'autorisation. Il faut que les autorisations soient signées. Les autorisations se font dans le cadre de cérémonies très rituelles, très ritualisées. Et puis ensuite, il va y avoir un rapport à rendre à chacune des communautés. Donc on a le rapport à rendre à la Bolivie, et puis un rapport ensuite pour chacune des communautés pour expliquer bel et bien quelles ont été les actions réalisées sur le territoire de cette communauté. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la sociabilisation du projet. Et quand on s'est rendu compte qu'au final, on allait avoir un contact aussi courant et constant avec les populations qui vivent à Puerto Acosta, donc la zone où on travaille, on a décidé de mener des enquêtes, d'aller un petit peu plus loin et de mener des enquêtes semi-dirigées, de faire un vrai volet anthropo en finale pour essayer de vraiment comprendre les populations qui occupent le territoire et leur rapport au patrimoine. Comment nous, on voit le patrimoine du lac Titicaca et comment ces populations-là continuent en réalité de le vivre. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir un... Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est assez marrant parce que ce volet qui est réalisé par une de mes amies, Estelle Pratt, qui travaille au British, au final, c'était vraiment quelque chose d'annexe au projet archéologique. Aujourd'hui, c'est presque la moitié de l'aide du MEAE qu'on reçoit qui va directement à la réalisation de ces enquêtes. Et en fait, quand on parle maintenant et quand on vend le projet ou quand on parle du projet Altiplano, très rapidement, ce n'est pas les résultats en fait, scientifiques qui sont au cœur de nos discussions. C'est plutôt au contraire toutes ces enquêtes qu'on a menées et tout ce qu'on a découvert finalement sur des croyances, des pratiques, voilà, des choses totalement inconnues. La réalisation de faits qu'on a pu documenter. Donc voilà, c'était assez passionnant. Et puis pour terminer, on a aussi bien sûr la formation universitaire. Puis on a décidé d'aller peut-être un petit peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte aussi que les professeurs de toutes ces petites écoles, de toutes ces communautés, manquaient aussi eux-mêmes parfois d'une formation pour essayer pour enseigner ce que nous, on découvrait. Donc en fait, on avait parfois l'impression d'expliquer uniquement aux enfants. On fait beaucoup de formations dans les écoles, et enfin de la médiation plutôt. Et puis en fait, on se rendait compte qu'il fallait aussi avoir peut-être un discours plus orienté vers les enseignants. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci. Avec la mission d'Equilitash qui se trouve en Grèce du Nord, donc on se trouve dans un tout autre paysage. Déjà, on est en Europe, et dans un pays qui est lui-même très bien structuré, on va dire, en termes d'institutions de recherche archéologique. La mission archéologique d'Equilitash, dont je suis responsable depuis 2020, il faut savoir qu'elle est structurée autour d'un programme de recherche franco-hellénique dont les débuts remontent en 1961. Et à ma connaissance, c'est le programme de coopération bilatérale avec la plus grande longévité en Grèce, toute institution confondue.
Cela dit long, sans doute, de l'intérêt scientifique du site, d'une part, puisque les institutions renouvellent régulièrement leur intention de continuer à chercher, mais aussi, sans dit long, du mode de fonctionnement entre les équipes partenaires, entre les institutions partenaires. Donc, j'ai omis de dire que ce partenariat fondé en 1961 est un partenariat entre la plus ancienne école étrangère fondée en Grèce, l'école française d'Athènes, et la Société archéologique d'Athènes, qui est, c'est pas le ministère grec de la culture, c'est la plus ancienne société savante de Grèce, qui a été fondée même avant le ministère de la Culture, même avant le service archéologique national. Et encore une fois, dans l'explication de cette longévité, je crois qu'il y a le respect mutuel de partenaires à tous les niveaux, entre institutions et entre dirigeants, on va dire. On est 4 actuellement à piloter ce projet. Et la capacité de s'adapter aux exigences et aux demandes sociétales. Dans les 30 dernières années, où j'ai un peu plus même, où j'ai une visibilité directe sur les évolutions, on a vu se construire des partenariats très solides avec les institutions de recherche et d'enseignement universitaire et local. Alors, il y a encore 30-35 ans, les équipes françaises qui venaient sur les terrains venaient avec leur équipement, leurs spécialistes, et on voit que très vite, cette situation a changé. On a maintenant des laboratoires, il y a des laboratoires avec d'excellentes infrastructures, des chercheurs de très bon niveau, et on construit avec eux. Donc on est dans un véritable partenariat qui est facilité de surcroît par la dimension européenne. On est dans un espace européen. Je pourrais citer au moins une dizaine de projets de recherche qui ont été menés tantôt par les Grecs avec nous comme partenaires ou l'inverse, et qui vont du projet bilatéral type PCR ou autre, au projet ANR ou projet ERC. Donc on est dans une toute autre dynamique qui est nourrie par les projets de recherche, qui est nourrie aussi par les formations, et qui sont encore une fois dans les deux sens, les formations, c'est-à-dire nous accueillons sur le terrain beaucoup d'étudiants grecs, en particulier de l'université de Thessalonique, qui est notre partenaire universitaire privilégié. Il y en a d'autres, mais avec eux, on a une solide collaboration autour notamment de l'étude de restes archéobotaniques, qui est un point très important d'Iqaluit, étant avéré être le plus ancien foyer de vinification en Europe, et ceci grâce aux études archéobotaniques, entre autres. Donc on a ce partenariat très solide avec Thessalonique, mais on les accueille sur le terrain. Parfois ils s'inscrivent en master, en thèse, et parfois, pas aussi souvent qu'on voudrait, ils viennent poursuivre leur recherche en France. On a encore quelques difficultés d'attirer des étudiants en France pour poursuivre leur recherche,
en grande partie à cause des problèmes linguistiques. Pourtant, les Grecs, comme on le disait tout à l'heure, apprennent assez régulièrement le français dans les écoles, mais pas au niveau qui leur permettrait de venir poursuivre leurs études en France. Je terminerai en disant un mot sur l'élargissement de cet espace vital que la Grèce. Depuis l'ouverture du dernier cycle de recherche en 2019, avec l'ouverture vers la Bulgarie. Donc le site de Dikilitash, il est à moins de 80 km de la frontière avec la Bulgarie. Et pour les périodes qui nous concernent, le néolithique, l'âge du bronze, vraiment les cultures matérielles, les problèmes qui se posent, les problématiques de recherche, je dirais, sont très très similaires dans les deux pays. Et on a construit depuis 5-6 ans une dynamique, une ouverture vers la Bulgarie. Donc le programme reste un programme franco-hellénique, mais on a un troisième partenaire qui est très très impliqué. On accueille désormais presque autant d'étudiants de l'université de Sofia que de l'université de Thessalonique. Toujours avec les mêmes problèmes linguistiques pour les faire venir poursuivre le cursus en France, même en pire même par rapport aux Grecs. Donc, et on espère à terme construire avec les partenaires bulgares ce qu'on a pu construire avec l'université de Thessalonique. Et je dois ajouter que cette ouverture, cet élargissement, il est d'autant plus intéressant que, d'une part, la Bulgarie est aussi depuis quelques années membre de l'Union européenne, donc ça facilite la création de cet espace européen, des opportunités, et ça va pleinement aussi dans le sens des efforts de nos tutelles, en particulier l'École française d'Athènes, qui est aussi positionnée très ouvertement et très activement dans cette ouverture vers les Balkans. Alors, bonjour. Moi, je ne vais pas présenter la mission, mais juste signaler un peu que la mission franco-albanaise de la basse vallée du Drin, donc ça prend toute une région au nord de l'Albanie, donc c'est une identité en fait géographique et ethnographique à la fois, et qui a plusieurs aspects en fait, plusieurs approches qu'on traite. Surtout c'est le scientifique. Ensuite, il y a la préservation et la mise en valeur. Et ça se rajoute en troisième, la gestion. Pour l'aspect scientifique, au niveau sociétal, disons que le plus grand apport, c'est le traitement de ces aspects d'autochtonie, d'ethnicité, de territorialité, finalement, qui touchent beaucoup et qui sont au cœur qui étaient, en tout cas jusque tardivement, au cœur de plusieurs pays des Balkans et qui restent assez sensibles, spécialement pour les sociétés un peu à la frontière l'une à l'autre, comme l'Albanie, Monténégro, Kosovo et Serbie et tout ça. Donc, dans ce cadre, la mission vraiment apporte beaucoup de nouveautés et ça change le discours officiel. Il y a plusieurs discours historiques maintenant, mais ça prend beaucoup d'ampleur et d'importance. Et ça devient aussi une fierté, en fait, pour la société actuelle. Parce que, disons que même les communautés du nord de l'Albanie sont très fières de tout ce qu'on a trouvé et tout ce qu'on découvre depuis 20 ans, depuis 15 ans maintenant. Et ils deviennent partie de cette entreprise.
Enfin, plus ou moins, ça va dans le même sens que mes autres collègues, mais en particulier, la mission qu'on a engagée en Albanie, c'est un peu, quand on avait fait une autre présentation une fois, un des professeurs avait dit oh, Madame, vous fouillez le Moyen-Âge par des moyens moyenâgeux. Voilà, pour expliquer que mes ouvriers viennent de 2 heures de marche, en fait, d'une montagne à l'autre, parce que c'est des grands massifs montagneux qui sont pris par ces sites médiévaux du Haut Moyen-Âge. Et donc, ils viennent au cheval. Et toute logistique de nos missions se fait conduire par des chevaux, des mulets, des ânes. Donc, voilà, on n'a pas de route encore. Mais bon, la découverte, elle est grande. Donc, au niveau ensuite comme vous voyez, ce sont des régions très éloignées par rapport au centre de l'Albanie, au centre de l'administration, parce qu'en Albanie, ça reste quand même, la gestion du patrimoine reste centralisée. Et donc, pareil, comme les autres missions, nous, on est en collaboration avec les institutions de recherche en Albanie, que de plus en plus, ils se multiplient. Et non seulement se multiplient, mais nos conventions, nos collaborations ne suffisent plus maintenant avec une seule institution. Ça ne suffit plus, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à suivre l'évolution des missions et l'élargissement de toute la problématique. Donc, on est obligé de collaborer, mais aussi d'un côté, la participation sur place des chercheurs des autres institutions du patrimoine, mais aussi des collaborations signées avec eux, que ça soit au niveau de recherche, de gestion. Là, par exemple, on a le directorat de la culture du patrimoine et culture de Shkodra, le nord de l'Albanie, qui est extrêmement présent. Ça devient comme leur mission. Il apporte même au niveau budgétaire et au niveau de la logistique. Donc, d'une certaine façon, pour ne pas aussi s'en vanter, mais on devient comme une mission territoriale. On gère tout un territoire, en fait. On ne remplace pas les institutions albanaises, on travaille ensemble, et justement, c'est ça qui est c'est beau en pratique, parce qu'ils s'identifient dans la mission et dans l'évolution de la mission. Or, après, il faut suivre. Rien n'est gagné. Il faut suivre pas à pas au niveau de permission, mais aussi au niveau d'intervention dans les sites. Donc, moi, j'ai de la chance, mais en même temps, je l'ai appliqué, une forte présence et une suivi très minutieuse, en fait, comme une observation. On a beaucoup d'écoles sur place, d'écoles chantier-écoles. On a eu beaucoup de collaborations avec des institutions françaises, mais étrangères aussi, de l'Europe, avec les Suisses aussi. On fait la nécropole, la grande nécropole, on le fait avec l'Université de Genève. On a fait une grande collaboration avec INRAP aussi, depuis 2008. Et même, on a assisté la fondation de l'INRAP albanaise. 2008-2009. Et maintenant, on a la présence de beaucoup de techniciens de l'INRAP, que ce soit en archéologie ou en anthropologie. Ensuite, on a compris que le travail entre archéologues, ça ne suffit pas. Mais peut-être ça, je vais le préserver pour une autre question que vous avez. Voilà. Bonjour, moi je vais présenter Erbil. Donc, la ville d'Erbil se trouve au nord de l'Irak. Donc c'est un site assez particulier parce qu'il se présente comme la capitale régionale du Kurdistan irakien. Sa citadelle est classée sur la liste de l'UNESCO depuis 2014 et qui se trouve au centre, au cœur de la ville actuelle d'Erbil. Donc c'est un site emblématique, à des valeurs historiques et symboliques pour les habitants. Donc pour répondre aux enjeux sociétaux, notre mission a choisi de placer la formation, la co-construction de la recherche
et la participation des locaux au cœur de notre mission à Erbil. Donc, dès la première campagne de fouilles, nous avons organisé un chantier école, quasiment un chantier unique à l'échelle de l'Irak. Ce chantier école a été organisé et cofinancé par l'IFPO et par le laboratoire Arc-Orient de la Maison de l'Orient. Et là, je dois juste citer quand même que l'IFPO Irak se trouve sur la citadelle. Donc l'antenne de l'IFPO Irak, c'est un acteur majeur pour notre mission. Et c'est l'occasion de remercier l'IFPO parce qu'il continue à le faire jusqu'à maintenant. Pendant cette formation, nous avons formé 95 archéologues locaux venus de 11 villes irakiennes et kurdes qui ce sont des enseignants-chercheurs, des professeurs d'université, des chercheurs des centres culturels ou de patrimoine, mais également des étudiants. À l'issue de cette formation, nous avons pu intégrer des professeurs, donc 3 professeurs d'université, des chercheurs et des étudiants dans notre équipe qui travaillent avec nous, qui dirigent les fouilles avec nous et qui partagent exactement les mêmes tâches administratives ou scientifiques avec nous, avec les collègues français, bien sûr. Et c'était un bon exemple pour montrer quand même une vraie collaboration franco-kurde et franco-irakienne. Donc là, je peux dire qu'aujourd'hui, la moitié de notre équipe à Erbil est locale. Deuxième chose, un point pour moi intéressant, parce que dès le début, on a vu, parce que c'est un chantier sensible, c'est la ville moderne aussi, c'est la citadelle, qui est un site classé. Et nous, on était la première mission internationale qui a obtenu l'autorisation de fouiller à Erbil pour la première fois. Donc, il faut quand même être à la hauteur de cette responsabilité. Et on a voulu que notre chantier ou notre mission soit un espace d'échange et de partage. C'est pour cela, chaque jeudi, pendant les fouilles, nous accueillons des élèves des classes d'écoles privées et publiques. Donc les enfants sortent de leur école et passent une très belle journée sur la citadelle pour visiter la citadelle, les monuments historiques et qui discutent avec les archéologues, mais surtout fouillent avec nous. Ces moments très intéressants ont créé des liens très forts entre notre mission et les locaux, les écoles, les maîtresses, les familles et les enfants. Donc, ils se sentent maintenant très impliqués dans leur histoire et leur patrimoine. Même nous, on organise des visites pour les gardiens de la citadelle, parce qu'ils sont là pour protéger la citadelle, mais nous, on organise tous les semaines des visites pour les gardiens de la citadelle. Et moi, je vois les résultats parce que vous ne pouvez pas imaginer les quantités de demandes qu'on reçoit chaque année pour organiser ce genre de visites avec les écoles. Donc, chaque année, on reçoit une dizaine ou vingtaine des propositions. Donc, on voit déjà des résultats très intéressants. Donc, pour répondre quand même à votre question sur... moi, je vois que cette démarche répond directement aux critiques possibles. On parle pour 3 raisons très simples. Parce que la recherche n'est plus conduite sur un pays, mais avec ses acteurs. Les compétences restent dans le pays et les décisions scientifiques sont partagées. Voilà. Bonjour à vous tous. Alors, je vais essayer de ne pas trop dénoter, puisque je ne suis pas du tout chercheur ni archéologue. Donc, j'espère que je ne vais pas dénoter après toutes ces interventions, en essayant de dresser un peu des ponts entre évidemment les archéologues qui sont présents et puis moi-même, pour vous dire que pourquoi j'ai accepté cette invitation, et je remercie vraiment le ministère. C'est d'abord parce qu'en fait, on a la douane française a noué des contacts très privilégiés avec les archéologues qui travaillent sur les sites en France. Et on trouve dommage que ce type de partenariat ne fonctionne pas avec autant d'intensité à l'étranger. Et donc c'est une volonté importante qu'on a de développer ces informations-là, puisque vous détenez, et sans peut-être le savoir parfois, une mine de renseignements parfois sous-exploitée, parfois même inexploitée. Et nous, on peut être en capacité d'en donner des suites.
La deuxième chose, c'est qu'on a un souhait commun, c'est de protéger le patrimoine culturel. Alors on le fait en France et je pense qu'on peut le faire aussi à l'international, avec l'objectif à la fin de restituer évidemment au pays les biens culturels qui pourraient circuler. Alors qu'est-ce qu'on met à disposition en fait de vous-même? C'est on a la chance d'avoir une administration qui est à la fois petite, mais quand on est petit, on est plus souple. Et donc les décisions se prennent plus rapidement que d'autres administrations. Donc on est très réactif. On a aussi des capacités d'investigation. Alors sur le cyber, mais on a aussi des capacités d'investigation avec des enquêteurs qui sont spécialisés. Vous savez que les biens culturels, ce n'est pas une marchandise qui circule librement dans le monde entier. Il y a un certain nombre de documents qui doivent les accompagner. Et nous, on a dans mon service, moi je dirige un service d'une quarantaine de personnes qui font des biens culturels et puis du blanchiment. Mais sur les biens culturels, on est 6 enquêteurs et 2 analystes. Et ils font que ça. Toute la journée, ils font que des enquêtes en matière de trafic de biens culturels. Et donc, ils ont une vraie expertise. On a aussi la possibilité de vous offrir des capacités d'interception qui sont assez importantes. Alors évidemment, on pense aux douaniers qui interceptent un véhicule à la frontière espagnole, mais on a la capacité aussi d'intervenir sur tous les colis. Aujourd'hui, les biens culturels arrivent principalement par colis. On a aussi une capacité évidemment de contrôler les passagers. Et pour nous, c'est assez entre guillemets neutre. Ça peut prendre 2-3 jours pour faire des vérifications, ou alors ça peut prendre une demi-heure avec la personne, et rapidement, on peut lever le doute. On a aussi un réseau d'attachés douaniers qui ne couvre pas le monde entier, mais qui couvre un certain nombre de pays et qui sont aussi, alors parfois plus ou moins, comment dirais-je, sensibilisés à la thématique des biens culturels en fonction de leur lieu d'implantation, mais ils sont tous, en tout cas, orientés pour prendre toutes les informations qui pourraient leur parvenir. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de partenariats qui ont fonctionné dans les dernières semaines. On a un partenariat très fort avec Vincent Michel de l'Université de Poitiers, qui est vraiment un des porte-parole les plus importants en matière de lutte contre le trafic de biens culturels. Et avec Vincent, on a régulièrement des collaborations. Et là, typiquement, on a une saisie en cours sur une statue libyenne. Et on a gelé la situation. On est en train de faire une bataille d'experts, mais on est en capacité de geler la situation, de saisir le bien et de procéder à des investigations. Et évidemment, notre intérêt à la fin, ça sera de pouvoir la saisir définitivement et la rendre au pays. On a aussi eu un partenariat avec un spécialiste du British Museum qui est spécialiste de l'Égypte, et on a, quelques mois plus tard, grâce à son signalement, pu saisir une statuette d'Osiris. Et puis, dernier exemple, c'est on a réussi à trouver un bon contact en Turquie, et grâce à elle, on est en train de travailler sur une saisie qui a été faite par les collègues d'une brigade territoriale de 40 kilos de pièces pillées en Turquie. Et grâce à ce partenariat, on espère essayer de démanteler le réseau qu'il y a derrière pour avoir un impact durable sur cette organisation. Donc tous ces exemples-là montrent un petit peu tout ce qu'on est en capacité de faire assez rapidement. Alors ce qu'il nous faut très basiquement, c'est évidemment, si c'est une information très générale, il y a des gens qui fouillent, bon, ça ne va pas être très intéressant pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est des noms, des adresses mail, des numéros de téléphone, des noms de groupes sur les réseaux sociaux, des pseudos, des choses comme ça. Et à partir de ça, nous, on peut mener des investigations assez importantes. Alors, on a une adresse mail. Alors, je suis désolé, c'est l'administration dans toute sa splendeur, mais c'est dnred-bbc@ douane au singulier .finance au pluriel.gouv.fr, mais je pense qu'on pourra faire passer l'adresse mail, parce qu'on a plein d'acronymes qui permettent vraiment de ne pas retrouver la personne. Mais je vous ferai passer l'adresse mail, parce que vraiment, je pense que vous êtes assis sur un tas d'informations très utiles. Encore une fois, nous, on est à votre entière disposition pour y donner des suites assez rapidement, et à chaque fois qu'on peut restituer des biens culturels, ça fait l'objet d'une action de communication qui renforce notre diplomatie culturelle. Donc on y est gagnant tous, et moi je suis bien vu de mon directeur. Merci beaucoup. Juste pour
revenir sur le trafic, effectivement, là, depuis que je suis ici, en fait, j'ai vraiment pu constater, du point de vue diplomatique, l'impact qu'avait une cérémonie de remise dans une ambassade à Paris d'un bien. Voilà, j'en avais fait une, par exemple, à l'ambassade de Libye. Voilà, donc c'était une statue antique. Je ne vais pas en dire plus parce que je n'y connais rien. Voilà, mais en tout cas, vraiment, enfin, de point de vue diplomatique, c'était très important. Je crois que on a des biens colombiens qui nous attendent là dans quelques dans quelques temps, et puis on a la Mongolie aussi, voilà, qui pointe le bout de son nez, et vraiment, je me rends compte que ça a le même impact que, enfin, ces remises douanières, hein, ont le même impact en fait que des remises de restitution, voilà, de biens spoliés, voilà, pendant la colonisation, voilà, restes humains ou biens culturels, voilà, qui nous occupent depuis quelques années, avec, j'espère, une loi cadre, voilà, sur la restitution des biens culturels, voilà, qui, j'espère, sera votée enfin avant l'été. Voilà, donc c'est vraiment important aussi, voilà, comme impact auprès des populations, voilà, de montrer qu'on s'intéresse à leur expression identitaire, et qu'on, enfin, on a au cœur de leur restituer leurs biens. Et je veux dire, enfin, ça me permet de rebondir sur ma deuxième question, voilà, qui sera peut-être pas à tous exactement, voilà, mais on verra comment on y répond. Je me place là du point de vue du ministère des Affaires étrangères. Voilà, quand on est dans une logique de construction de relations bilatérales avec chaque pays, évidemment, le ministère, voilà, cherche à développer des projets de long terme en équipe France. Voilà, c'est, enfin, quoi dire, c'est la meilleure expression qu'on ait pour l'instant trouvée. Voilà, ça fait un peu bisounours. Voilà, mais en tout cas, c'est, voilà, c'est assez clair. Voilà, essayer de faire équipe entre acteurs français. Donc, en essayant de coordonner tous nos outils de recherche, nos outils de coopération et nos outils de financement. Et nous avons invité aussi à vous exprimer cet après-midi parce que plusieurs d'entre vous ont réussi à articuler vos missions archéologiques avec des problématiques, voilà, plus larges, avec d'autres outils aussi, voilà, que nous mettons, nous ou d'autres acteurs français ou internationaux à votre disposition. Donc, avec une réflexion sur la valorisation du patrimoine. Voilà, certains travaillent aussi avec un UMIFRE, ont utilisé aussi un outil financier, voilà, que nous avons et dont Sabine Surtino avait parlé ce matin, c'est-à-dire le fonds Équipe France, encore une fois, Équipe France, voilà, le FEF. Voilà, mais alors toujours, enfin, c'est un peu de la conviction à marche forcée, c'est-à-dire qu'on inculque dans l'esprit de tous qu'il faut travailler en équipe, voilà, et finalement, voilà, ça marche pas si bien que ça, donc on va peut-être garder le nom. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Oui, alors monsieur Mété, et puis j'aimerais aussi donner la parole à madame Deran ensuite. Je vous en prie. Je vais juste dire deux mots parce qu'en Angola, il y a un FEF, donc Équipe France, qui
qui a été obtenu par ISIS. Et ça se matérialise notamment par des échanges avec un autre projet en Namibie de David Pleurdo qui est dans la salle. Et donc il y a des chantiers en commun, il y a des échanges d'étudiants angolais qui vont faire des fouilles en Namibie. Et donc c'est à la fois de la recherche, mais aussi il y a un aspect formation qui est important, et puis aussi un aspect patrimoine. Voilà. Je passe la parole à Narciso. Peut-être pas beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que Grégoire a déjà dit. Pour nous, vraiment, en Angola, il y a cette alliance avec Namibie, avec David Pladon. Et même, il y a une association, que c'est l'association des archéologues de l'Afrique subsaharienne. Il y a les changements, il y a des moments qui viennent en Angola, les étudiants de Namibie, les étudiants de Botswana, les étudiants de Zimbabwe. Et nous aussi, les étudiants d'Angola, il y a des moments que nous allons à Namibie et aussi à Afrique du Sud. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter une chose par rapport à la notion de patrimoine dont je n'ai pas beaucoup parlé tout à l'heure. En fait, avec ISIS, on essaye d'insister sur le fait qu'il y a un patrimoine qui correspond aussi à une histoire environnementale sur le temps profond d'une région, en l'occurrence l'Afrique australe, d'où un petit peu le couplage qu'on a actuellement entre un projet paléontologique qui s'intéresse au temps profond, donc avec des données environnementales dans un temps où il n'y avait pas de présence humaine, et puis relier ça à une approche archéologique, voire historique, puisque ce projet FEF balaye de la paléontologie à de l'histoire. Donc avoir une vision globale en fait de l'évolution de l'environnement dans une région et de l'humain comme un facteur comme un autre d'évolution dans une région. Voilà. Si je me souviens bien, peut-être, voilà, si on reste 2 minutes à l'Angola, expliquez-nous peut-être voilà, quel est le sujet de votre projet. Alors, moi, je le connais parce qu'on a fait ce travail de administration centrale d'évaluation et puis de sélection ensuite. Donc, on l'a soutenu mordicus parce qu'il nous semblait très intéressant. Voilà, donc, si je me souviens bien, il y a une dimension numérisation du patrimoine et il y a une dimension, comment dire, appropriation, enfin, mécanisme mis en place pour faciliter la connaissance par les Angolais de leur patrimoine, leur appropriation, et aussi, si je me souviens bien, la formation d'enseignants alors, au patrimoine national, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment une interconnexion, l'université, les musées et même les communautés. Je peux parler plus rapidement. Par exemple, cette collaboration, nous, des Angolais, il y a peut-être même moins de 10 personnes formées en archéologie. Et pour ça vraiment, tout d'abord, cette collaboration, cette mission, il met en jour la formation. Et pour la formation des Angolais, par exemple, je suis en formation d'historiographie. Il y a Sofia qui est formée à céramique. Il y a Carvalhinho qui s'est formé à archéologie. Il y a Elder qui s'est formé à stratigraphie. Mais les deux premières personnes qui sont formées déjà ici en France, la première c'est aujourd'hui la secrétaire d'État de la culture, c'est vraiment très occupée à la politicienne. Et la deuxième c'est aujourd'hui, comme Grégoire a déjà dit, Marie-Léna Benjamin, c'est la directrice des musées nationaux d'archéologie. Pour notre patrimoine, c'est vraiment que les gens en Angola aujourd'hui, ils valorisent beaucoup les patrimoines très liés à l'histoire. L'histoire, par exemple, les monuments historiques, les monuments qui sont vraiment qui sont laissés pendant la colonisation. Ça, c'est vraiment très valorisé avec la comparaison et les patrimoines liés à la préhistoire. C'est pour ça que cette mission-là, franco-angolais, il se concentre vraiment en former dans la formation des personnes angolaises pour après, il multiplier cette formation
Et je vais donner même un autre exemple. Par exemple, en début des années 2000, le premier musée qui a été construit à l'Angola s'appelle le Musée de Dundu dans l'année 1936. Cet musée là-bas les personnes ont entré, ont retiré toutes les pièces électriques qui sont là-bas, principalement les HO, les bifaces. Ils sont apportés pour agriculture, pour faire ça, agriculture. Et quand arrivait ce projet là-bas franco-angolais, il dit que peut-être on peut faire un design, on peut désigner un projet qui vise à digitaliser et numériser les patrimoines qui sont dans les musées en Angola. Aujourd'hui, par exemple, le Musée national d'archéologie, il a une équipe, les étudiants qui font son master ici, une équipe française qui sont là pour digitaliser ce patrimoine là-bas. Et j'ai dit ça parce que même cette année, quand je suis là à ce musée de Dundu, j'ai parti là-bas avec une mission qui c'est d'étudier les collections qu'Abbey Broyle a étudiées pendant l'année 1948. 1948, le mois de juin et juillet, Abbey Broyle a été en Angola pour une invitation dans les sociétés géographiques de Portugal pour étudier cette collection là-bas. Abbey Broyle a étudié, mais au début des années 2020 sont apparus. Quand j'ai arrivé là-bas pour étudier, la directeur de ce musée me dit non, Narcisse, aujourd'hui cette collection n'est pas là. Mais par exemple, avec cette numéralisation, même nous, à Sumbe, à notre école, à notre université, on peut même prendre les liens, étudier, regarder un petit peu cette chose-là. Et peut-être c'est ça, peut-être Grégoire qui a créé quelque chose. Merci. Alors, pour ce qui est de la Libella, tout est parti en fait d'un financement avec l'Agence française de développement. Donc on avait une mission archéologique et historique à la Libella. Il y a eu un accord de coopération signé entre la France et l'Éthiopie pour la conservation du site de la Libella. Et notre mission a servi un petit peu de moyen de développer en fait cet accord en travaillant non seulement sur l'archéologie, mais aussi en développant évidemment la conservation du site, mais pas seulement du site, tout ce qui est artefacts conservés dans les églises, donc les manuscrits qui sont en cours de numérisation, et toutes les numérisations sont intégrées dans une base de données. Et la base de données, en fait, elle est montée, non pas en France et hébergée en France, mais elle est montée en partenariat avec nos collègues éthiopiens. On travaille pour ça avec l'École nationale des chartes. Et l'idée, c'est de former aussi tous nos collègues éthiopiens, que ce soit des étudiants, mais aussi des personnels en charge du patrimoine ou des professeurs des universités, à intégrer les données dans cette base de données. Donc c'est vrai pour les manuscrits, c'est vrai pour tous les objets liturgiques conservés dans les églises, qui sont un patrimoine en fait qui a traversé le temps sans être... on ne les découvre pas en fouille, en fait ils sont conservés dans les trésors des églises, mais pour nous ce sont des éléments très importants pour l'histoire. Donc ce projet Sustainable Lalibela, financé par l'AFD, on l'a fondé en prenant modèle sur les chantiers écoles de l'archéologie et en se disant que pour la conservation du mobilier, donc les manuscrits, les artefacts, on pouvait aussi faire des chantiers écoles, ce que l'on a monté également. On a monté aussi des chantiers écoles pour apprendre à conserver les églises, faire des mesures d'urgence. On a maintenant une équipe de 30 artisans qui travaillent en continu sur le site. En fait, notre présence, elle n'est pas ponctuelle à un mois par an. Elle est en continu sur le site via tous ces projets. Et la manière dont on a travaillé a permis de penser à un nouveau projet, encore financé par l'AFD, d'où le fait que je suis coordinatrice scientifique de 2 projets, Sustainable Lalibela et maintenant Sustainable Heritage in Ethiopia. Donc Sustainable Lalibela n'est pas fini. Il se poursuit encore pendant 1 an et en fait on continuera de travailler à la Libella pour les 4 années à venir, mais aussi on a développé en fait cette méthodologie pour d'autres sites en Éthiopie, donc un site au Tigré, maintenant que la guerre s'est achevée et qu'on a le moyen de retourner dans cette région. Et puis on travaille également au Musée national à Addis Abeba pour développer en fait la manière de conserver les collections archéologiques historiques, développer les bases de données là-bas et faire en sorte effectivement que
finalement à tous les niveaux du champ, on puisse travailler avec nos collègues éthiopiens à faire en sorte qu'on disparaisse de plus en plus du paysage, ou en tout cas qu'on travaille de plus en plus en collaboration sur les sites en Éthiopie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Housse, votre FEF est encore en examen, donc voilà, on va peut-être pas devancer l'appel, mais si vous pouvez nous dire quelques mots de l'interaction que vous avez avec l'IFEA. Alors, bon, c'est d'autant plus facile maintenant que vous y travaillez aussi. Voilà, mais donc cette articulation entre le projet Titicaca, l'IFEA et puis le FEF que vous avez déposé. Oui, totalement. Et dont on est sûr qu'il sera accepté, mais enfin, on verra. On va partir du principe. On plaide en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Oui, en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'à la base, le projet Altiplano, c'est un projet que Christophe et moi avions en tête et on a eu la chance d'avoir le soutien de l'entreprise de recherche Archaios. Et donc, au début, c'était vraiment un simple projet porté par Archaios, qu'on a présenté ensuite à l'IFEA, que l'IFEA a bien voulu aussi soutenir. Et puis, ça nous a permis ensuite de proposer la commission des fouilles du MAE. Ça nous a donc permis d'obtenir, toujours avec ces 3 partenaires, donc une première quadriennale. Et puis ensuite, personnellement, j'ai eu la chance d'obtenir le poste de pensionnaire à l'IFEA. Donc, je suis parti presque de l'autre côté de la barrière. Je suis allé au Pérou. Et là, c'est ce que vous disiez, monsieur Robert, c'est ça qui est assez incroyable. Je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Pérou, la fameuse équipe France, elle veut dire quelque chose. Elle est assez... on se connaît tous. Je connais le directeur du lycée français, le président de l'IRD. Voilà, on se retrouve tous, toutes les semaines à l'ambassade. Et ça a permis, en fait, très rapidement de parler. En fait, on échange les idées et... Tout a commencé en fait parce que à Puno, donc sur les bords du lac Titicaca, il y a 2-3 ans, l'IRD s'est réuni concernant notamment les niveaux de contamination du lac. Et l'IRD a dit, ça je crois que ça serait aussi quelque chose que l'UMIFRE, donc l'IFEA sur place, pourrait porter. À ce moment-là, moi, je suis arrivé en poste. Donc là, la directrice de l'UMIFRE à cette époque, Irène Favier, m'a dit, essaye de récupérer et vois ce qu'il en est. Et en fait, pour rebondir sur ma première réponse tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a encore une fois puisé l'ensemble des axes du FEF sur la base des questions et des entretiens semi-dirigés qu'on a réalisés en fait durant la mission, la quadriennale. Donc la quadriennale, en fait, elle nous a permis directement d'orienter et de comprendre les besoins directement des populations qui vivent autour du lac Titicaca. Ça nous a permis donc de proposer un FEF où je crois quasiment, à part peut-être l'AFD qui n'est pas en lien, mais sinon presque toutes les institutions françaises sont dedans. Ça nous a donc permis de proposer un FEF en 3 grands axes. Le premier, c'est donc la question du territoire, du patrimoine. Donc là, c'est vraiment un travail, donc c'est IRD, Archaios, IFEA. On travaille à 3 pour vraiment essayer de comprendre l'évolution du climat, passé, futur, mais aussi le patrimoine, la compréhension, et donc proposer pour la première fois une chronologie croisée entre événements culturels et événements climatiques. Le second axe, ensuite, c'est la question du lac lui-même. En fait, le lac, c'est la ressource la plus précieuse forcément de l'altiplano. Et en fait, c'est quelque chose qui est géré donc par 2 États. Il y a des tentatives péruviennes, boliviennes, d'agences binationales pour la gestion du lac qui n'ont pas un grand succès. Et là, c'est vrai qu'en fait, c'est l'expertise France directement qui a été sollicitée pour essayer de comprendre comment gérer des eaux nationales ou binationales qui ont une valeur d'autant plus importante en Bolivie, puisque c'est en fait finalement la seule accès maritime presque, puisque c'est la seule superficie en eau assez grande pour être navigable pour la Bolivie. Donc ça a été vraiment la seconde partie. On travaille avec Sciences Po. On va essayer vraiment de comprendre un peu comment
on peut gérer un lac, mais on va aussi travailler avec l'IRD Bolivie, parce que aussi l'intérêt de ce FEF, forcément, c'est que la Bolivie et le Pérou sont impliqués, les ambassades, les associations, les agences nationales. Et puis donc, en fait, l'idée, c'est de voir aussi comment on peut comprendre et décontaminer. Bref, vous voyez, petit à petit, je suis en train de parler et je me rends compte que je suis plus du tout archéologue. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça m'a permis de parler avec tant de personnes. Et puis, le dernier axe, là, vraiment, le dernier axe du FEF, ça a été vraiment de se dire, on va s'intéresser aux gens. Maintenant, on va s'intéresser aux personnes qui vivent là. Le lac Titicaca, il est à peu près à 4000 mètres d'altitude. C'est un territoire très minier, avec des problèmes de santé, des problèmes liés aussi au travail sexuel des femmes, dans des endroits extrêmement masculins. Tout ça, ça nous a permis de rentrer donc, en contact avec l'INSERM et de proposer donc ce troisième axe pour essayer de comprendre ce qu'on a appelé, nous, l'habitabilité du lac Titicaca. Donc voilà, on l'a déposé, on va voir. En tout cas, on est très contents. Et tout ça, ça a été rendu possible. Je pense que dans tous les cas, l'ensemble des dialogues et des discussions qu'on a eues entre les chercheurs et les institutions impliquées aboutira à un futur à des collaborations, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ce qui était vraiment très, très passionnant, je dirais, c'est en effet de partir d'un projet archéologique finalement assez simple, prospection, excavation, datation, et puis de rencontrer des gens, d'avoir accès à cette fameuse équipe France qui fonctionne, en tout cas au Pérou vraiment, en Bolivie aussi, et de pouvoir comme ça monter ce FEF dont on attend le résultat. Merci. Bon, réponse début janvier. Merci beaucoup. Madame Nalbani, peut-être sur oui. Oui, justement, nous aussi, je m'y trouvais un peu quand le collègue parlait. On a quitté un peu l'archéologie, non, pas du tout, mais on l'intègre beaucoup dans un cadre beaucoup plus vaste. Pareil, on a eu un tilt comme ça en 2015 quand le gouvernement albanais voulait construire une ligne de haute tension qui allait traverser Kosovo et l'Albanie et qui allait effectivement défigurer complètement le paysage. Or, les pylônes devaient tomber directement sur la colline de mon site, d'un de mes sites, mais un site emblématique pour les Albanais comme Annie. C'est un peu comme Alésia des Français des années bien avant 80. Donc, c'était pour moi, tout simplement, je ne pouvais pas utiliser le lidar, tout ce qui devait aller avec. Donc, c'était vraiment très problématique. Et à ce moment-là, bon, je ne vais pas raconter tout ce qu'on a fait, mais on a assisté, le gouvernement et les institutions, à intégrer ce concept de paysage historique et qu'un site, ce n'est pas vraiment ce que vous voyez de construit, mais il y a toute la vie. Et là, il y avait des grandes zones qui étaient engagées dans la vie de ces communautés du Moyen-Âge. Donc, là, ils nous ont écoutés avec beaucoup de difficultés quand même, mais ça aboutit. Et là, on a eu 1600 hectares de protégés comme une grande zone archéologique. D'où, en fait, on a compris que à partir de là, on ne pouvait plus protéger les sites archéologiques que par les archéologues. Et on devait avoir une autre discussion et un autre engagement à intégrer les communautés, les premières, et ensuite les élus locaux. Et de là, on a commencé à travailler avec le réseau des grands sites de France et le centre Bibracte, Morvan, qui conduit vraiment un très très bon projet depuis longtemps, et leur pôle international francophone des formations des gestionnaires des sites. Et depuis 2018 maintenant, on a fait beaucoup de formations, on a fait des workshops sur place en utilisant Comani et La Vallée comme une étude de cas et comment en fait intégrer dans un projet territorial lister l'ensemble du patrimoine de la vallée, qui n'est pas que archéologique, mais des paysages emblématiques. Et tout en plus que ça urge maintenant parce qu'il y a
une chute de l'économie agraire, pastorale, il y a le départ de l'homme, donc il y a une migration quand même. Et le contraire de ça, il y a un tourisme de masse. Donc en fait, on fait tout maintenant, on essaye de... Pas, on essaye, hein, on a vraiment construit ça. On a été accueillis par la mairie de Shkodra, la plus grande. Il commence à engager un projet régional, un parc régional qui engloberait trois municipalités, mais centré sur Shkodra parce qu'il y a plus de capacité. Et donc, commençons par un parc interrégional. On a aussi collaboré avec les Norvégiens qui sont top pour ça. On verra la suite. Mais justement, non seulement ça a fait bouger, mais tout le territoire s'est intégré dans une autre logique, même par les élus. Hein. On a tout le monde invité, on a expliqué bien de quoi il s'agit. Et même le maire de Shkodra nous offre en fait sa mairie, parce qu'il va déménager, de bâtiments, et ils veulent construire le musée de l'archéologie médiévale. Donc ça, avec l'essentiel en fait qui vient de nos découvertes. On dispose presque 300 contextes funéraires pour positionner un peu de ce qui se passe chez les Mérovingiens, les Francs en France. Voilà, c'est ça. Donc on est complètement dans une autre logique maintenant, où l'archéologie fait partie. Bon, moi, je conduis ma mission, bien évidemment, mais moi, je suis beaucoup, en fait, l'ensemble, et pas seulement moi, les membres de la mairie de Shkodra et du patrimoine de Shkodra. Donc, on se délocalise un peu et on se décentralise vers des zones. On essaie d'installer l'homme et de ne pas vulgariser tout ce qui est patrimoine et paysage emblématique. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Georges. Et puis on s'arrêtera peut-être là pour donner la parole à la salle. Moi, j'avais juste cité peut-être quelques projets qu'on a montés en lien avec notre mission archéologique à Erbil. Ce sont des projets de valorisation de patrimoine en lien direct avec les autorités locales et les habitants d'Erbil. Je peux citer deux exemples. Le premier, c'est un projet qu'on vient de déposer, qui a été validé hier par les autorités locales, qui vise à transformer une partie de la citadelle à un espace de partage de connaissances ouvert au grand public, qui est composé qui repose sur deux parties. La première, c'est transformer notre chantier qui se trouve, le chantier principal de fouilles, qui se trouve sur la citadelle, un parc archéologique ouvert au public pour faire passer le message quand même, qui permet aux visiteurs de visiter les visites archéologiques, sachant quand même Erbil est caractérisé et marqué par une très belle séquence stratigraphique. On parle des 30 mètres des couches archéologiques, donc c'est parmi les villes les plus anciennes du monde. Et en même temps, il permet aux visiteurs de voir le travail des archéologues. La deuxième partie est consacrée à la réalisation d'un musée-site dédié à l'histoire d'Erbil. Ce musée sera installé dans 5 maisons traditionnelles qui se trouvent à côté de notre chantier de fouilles. Donc, à la fois, on va participer à la conservation de ces maisons traditionnelles, exposer nos découvertes et les objets archéologiques, et une partie de l'archive photographique de la ville d'Erbil. Je pense que ça va être un bon exemple parce que quand même, je reviens, c'est un site classé au patrimoine. Et donc, j'étais content parce qu'hier a été validé par le Premier ministre pour démarrer la phase d'étude de ce projet. Je peux citer aussi un deuxième exemple, c'est qu'on a fait un projet de visite virtuelle de la citadelle d'Erbil. Il faut citer aussi que les autorités locales ont vidé la citadelle en 2006. Donc là, aujourd'hui, on se trouve en face des maisons traditionnelles vides, avec pas mal de dégâts. Donc on a décidé de faire un modèle 3D détaillé de la citadelle et de sa ville basse pour documenter l'état actuel,
Mais à ce modèle 3D, on a associé une très belle archive documentaire et mémorielle de la vie quotidienne de la citadelle d'Erbil. On a monté ce projet avec une fondation locale qui travaille sur l'archive kurde et irakien. Et on a intégré les locaux parce que chaque semaine, on reçoit des personnes âgées, hommes et femmes, qui sont vécues sur la citadelle et qui retournent dans leur maison traditionnelle. Et nous, on réalise des films courts où ils parlent de leur mémoire, de leurs souvenirs, de leurs liens avec ce locaux. Et toutes ces informations, donc ça suffit on va bientôt diffuser ce modèle 3D en ligne. On peut cliquer sur la maison X, on voit des vidéos des habitants qui ont vécu une partie de leur vie ici dans ces maisons traditionnelles, associées avec une belle archive photographique qui montre quand même la vie quotidienne sur ces citadelles. Donc là, on voit quand même les habitants sont plus des spectateurs, mais qui sont quand même des acteurs de transmission de leur patrimoine. Merci beaucoup à tous. Ouvrons les questions. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Alors, questions, remarques ou compléments ou expériences. Je vais remettre mes lunettes parce que je n'y vois pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, on peut continuer à parler. Hein. Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. Je serais très intéressée, j'étais très intéressée par votre intervention sur l'altiplano et surtout quand vous avez parlé de co-construction, au fait, j'avais cru comprendre que c'est carrément des problématiques sur lesquelles vous allez travailler. Et je me suis demandé comment vous en êtes arrivé là, comment vous faites ça. Et surtout que j'imagine que vous discutez avec des populations qui n'ont pas de formation en archéologie et qui connaissent les sources traditionnelles. Donc comment mêler cette approche scientifique avec voilà, c'est peut-être les connaissances locales que les gens sur lesquels peut-être les gens vous guident. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est très intéressant. Je t'avoue que cette partie-là, je réfléchissais à comment organiser mes idées pour aujourd'hui et comment répondre. Et en réalité, la problématisation co-construite avec les populations, je m'en suis aperçu il y a quelques jours, à force de réfléchir à ça, et je me suis dit, mais en fait, on le fait de manière tellement naturel qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'élaborer ensemble des problématiques. C'est-à-dire qu'à force de parler, on a la chance tout d'abord d'être en contact systématique, on vit chez l'habitant, et puis la première quadriennale du projet Altiplano, ce sont des prospections exhaustives, intensives sur 40 000 hectares, et donc en fait on traverse toutes les communautés et on réussit comme ça à voir tout le monde. Et en fait petit à petit, on va se retrouver, puisque comme on vit par exemple, on reste 2 mois sur place, on est au contact, on nous voit sur le marché, donc on va continuer à parler. Ah, il y a une réunion dans telle communauté dimanche, il faudra qu'on y aille, on y va tous. On mange ensemble, on parle, et puis là, ils vont nous parler, par exemple, d'un site que nous, on a enregistré. Ce site-là, ils vont nous dire que ce sont tels ancêtres, et voilà, ils vont nous donner des informations qui sont les leurs. Et ensuite, ils vont par exemple nous parler, ou alors vont directement parler avec notre collègue qui fait les enquêtes semi-dirigées, de crainte. Par exemple, ce site apporte la maladie. Ce site, au contraire, les récoltes de pommes de terre qu'on va faire sur les flancs ouest de cette montagne ne sont pas bonnes, parce que le site est vraiment quelque chose de dangereux et on peut pas aller sur cet endroit-là, on peut pas marcher sur telle pierre. Il y a une quantité incroyable d'informations qu'on enregistre, et nous on leur dit, nous par exemple on peut en fait essayer de faire des études un peu plus poussées, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on cherche, ou est-ce qu'il y a des zones où on n'a pas le droit de chercher? Et donc en fait c'est comme ça que petit à petit on va faire des visites, et là ils vont nous expliquer, ils vont nous dire ici vous pouvez, mais vous n'allez rien trouver, parce que dans tous les cas, nous quand on fait de l'agriculture, il n'y a pas de céramique dans le sol. Donc on va travailler comme ça, et en fait on va commencer petit à petit à envisager avec chaque communauté les questions auxquelles on va pouvoir répondre dans une gestion évidemment du respect des sites, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur ces sites-là et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais pensé à cette idée de co-construction de problématiques scientifiques, puisque vraiment, on parle quasiment tous les jours. Enfin, en plus, on est un peu l'attraction, j'imagine que c'est la même chose partout. Enfin, il y a du jour au lendemain, dans une région absolument isolée, il y a 20 membres d'une équipe internationale qui arrivent. Donc on est toujours entouré des enfants qui sortent de l'école, qui arrivent, les populations vont sortir leur lama et vont faire paître leur lama juste à côté du site, parce que c'est aussi l'occasion de voir. Donc en fait, on n'est jamais tout seul. Et donc en réalité, au bout d'un moment, les membres de la communauté viennent fouiller directement avec nous. Et donc en fait, on leur explique comment fouiller. Et donc on leur dit non, on n'enlève pas la pierre tout de suite. Au contraire, on va la garder, cette pierre-là, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je trouve que c'est la première fois que j'avais longtemps travaillé au Pérou avant, et j'avais pas eu cette expérience-là avec les populations. Et donc peut-être que c'est quelque chose qui est typique des populations aymara de l'altiplano bolivien au vu de la politique, peut-être. Enfin, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. J'ai tendance à parler beaucoup. Une autre question ou remarque? Oui. Séverine Marquis de la CEFDAS. Je reconnais. Bonjour à tous. Je voulais juste intervenir pour montrer comment un FEF, en l'occurrence un FEF rapide qui a été attribué à la section française de la Direction des Antiquités du Soudan comme opérateur pour financer la création d'un musée virtuel pour le musée national de Khartoum, qui est, comme vous le savez actuellement, le Soudan est en crise, très importante crise. Et ce financement FEF permet de valoriser ces collections du musée national qui sont pour le moment probablement en partie détruites, en partie volées. Donc ce musée virtuel qui va être lancé très bientôt, donc le 11 décembre. Donc vous êtes tous cordialement invités à cette inauguration qui se fera en ligne notamment. Permet aussi, donc c'est en fait un outil à la fois de valorisation, mais également une collaboration avec nos collègues du Soudan qui sont très souvent réfugiés, donc soit réfugiés dans d'autres zones du Soudan en dehors de Khartoum, également réfugiés en Égypte ou à l'étranger. Et ça a permis de faire un travail collaboratif avec les conservateurs du musée pour pouvoir développer cette visite virtuelle. Cette visite va être un outil pour la lutte contre le trafic de biens culturels, puisque, comme on le sait, une partie des objets a été volée pendant le conflit. Donc c'est une collaboration avec notamment les douanes, l'OCBC et d'autres collaborateurs, Interpol, et également l'UNESCO. Voilà, donc c'est une collaboration qui se fait de manière disons, coordonnée, tout le monde a participé à ce projet et grâce à ce financement FEF. Et donc voilà, je vous invite cordialement à... Ah oui, la dernière collaboration, parce que je pense que Thomas Sagori peut-être est dans la salle, c'est que cette visite virtuelle va être hébergée sur la plateforme Grand Site Archéologique de France, comme l'est actuellement la visite virtuelle du musée de Mossoul. Donc cette visite sera à la fois en anglais, en français et en arabe, et avec un site dédié associé. Voilà, donc c'est un autre exemple d'une collaboration avec toutes les institutions et notamment le ministère des Affaires étrangères. Voilà, merci. Une autre intervention? Oui. Merci. Une question pour Marie-Laure Dera. Ce projet, est-ce qu'il comprend la mise en place en Éthiopie d'une grande infrastructure justement pour héberger tout ce contenu dont vous avez parlé? Parce que très souvent, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que on
digitalise, on numérise à tour de bras, mais l'hébergement, très souvent, se fait en dehors du pays concerné. Je voudrais savoir quelle est la situation en Éthiopie dans le cadre de votre projet. Alors, ouais, ça marche? Vous m'entendez? Oui, ça. Oui. C'est la régie qui règle. La régie. Oui, c'est une très bonne question. En effet, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les données ne soient pas conservées en France, mais bien en Éthiopie. Alors, c'est un sujet qui est loin d'être résolu, en fait, parce que Kidane a présenté en fait la manière dont on discute à tous les niveaux, et donc depuis le début on a toujours dit que la base de données serait bien sûr en Éthiopie. La question c'est en fait les tensions entre le niveau fédéral qui veut conserver au niveau d'Addis Abeba sur un serveur particulier les données, et notamment la Libella qui, bien que dépendant du niveau fédéral, dépend aussi de son propre niveau et de son église à elle toute seule, etc., et qui souhaite disposer de sa base de données et surtout ne pas diffuser du tout les données de la base de données, en fait, et vraiment limiter, voilà. Donc, ce sont de vastes discussions et c'est toujours très problématique, mais bon, je pense que tout le monde est face à ce type de problématique à chaque fois sur ses propres terrains, mais c'est l'idée de base, c'est-à-dire, évidemment, tout doit être conservé en Éthiopie et potentiellement avoir une base de données miroir en France via Humanum qui nous assure d'une pérennité de la conservation. Mais ça, c'est même quelque chose qui n'est pas tout à fait encore gagné, justement à cause de la Libella. Bonjour, Éric Bietri pour le Figaro. Cette question s'adresse à Madame Nalbani. Vous avez parlé d'un très beau projet qui a permis de supprimer ce projet de défiguration des montagnes avec la ligne à haute tension. Mais qu'est devenue la ligne à haute tension et comment le gouvernement sur place a pu résoudre la question énergétique? C'est bon. Ils l'ont fait, sauf qu'ils ne voulaient pas dépenser beaucoup de sous à transformer la ligne, donc le tracé. Ils l'ont fait en préservant le site, sachant aussi que le Drin, il y a 3 grands barrages électriques. Donc le Drin en soi ne se défigurait pas, mais le site, il allait souffrir. Le site et surtout le village en bas, qui est très, très important pour notre mission. Maintenant, c'est ça le problème en Albanie. Il y a, comme j'ai dit, un développement touristique très rapide où l'infrastructure va avec. Par exemple, juste en bas de Komani, de la montagne de Komani, il y a ce qu'ils appellent la Thaïlande albanaise. Donc il y a un des fjords de Drin qui est de 6 000, 8 000 personnes par jour visitées. Donc vous voyez, c'est comme un corridor. Mais moi, j'ai voulu préserver le maximum. J'ai réussi. J'ai réussi à l'éloigner de la zone archéologique et on a pu faire le lidar d'ailleurs 2 années plus tard. Voilà. Une autre question? Bonjour. Une question vient d'être soulevée notamment par Marie-Laure Derat sur les données de la recherche. Et c'est un point crucial dans nos disciplines parce qu'en France et en Europe, les données de la recherche appartiennent aux institutions qui financent les programmes, qui les organisent, voire aux chercheurs. Ce n'est pas le cas dans le monde entier. Et en tant que chercheurs étrangers, nous-mêmes Français, en tant que chercheurs étrangers dans un autre pays,
Nous ne sommes pas nécessairement maîtres des données de la recherche, et ça, c'est peut-être une réflexion collective que l'on pourrait avoir. Les données de la recherche peuvent appartenir aux États, peuvent appartenir aux communautés locales, peuvent appartenir aux propriétaires terriens, peuvent appartenir aux mécènes, peuvent être sacralisées et donc empêcher de diffusion. Le partage de la donnée n'est pas forcément facile dans tous les contextes. Et donc voilà, peut-être que la puissance du ministère pourrait se pencher sur ces questions qui, à titre individuel, je le sais, nous tous rencontrons des problèmes, ne serait-ce que pour la publication des données. C'est une réalité qui, peut-être pas dans tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays, questionne nos usages, nos pratiques et la liberté de coopérer, de collaborer et de construire ensemble. Merci. Alors, je vais peut-être répondre moi-même et en bottant en touche, parce que c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères est un ensemblier, une projection de la France à l'étranger. Et nous ne sommes pas forcément tout à fait armés pour ces questions. Et c'est là que le concept d'Equifrance prend tout son sens, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec le CNRS et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà aussi pourquoi nous avons une triple tutelle MAE, MESR, CNRS sur les UMIF, justement voilà, pour collaborer voilà, sur ce genre de questions. Parce qu'effectivement, c'est une problématique voilà, qui préoccupe tout le monde, voilà, qui nous préoccupe aussi dans un objectif, on en a parlé ce matin, de neutralité de la science, de conservation aussi des données, de non-instrumentalisation des données, de ne pas les perdre non plus, parce que voilà, ça peut arriver. Et on a effectivement le corollaire qui est l'archive, voilà, l'archive papier. Voilà, et donc, enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, on a parlé, les ONR et les grandes administrations de la recherche. Je sais d'ailleurs que à Lyon, il y a un mois, je crois, il y avait un colloque là-dessus, voilà, sur les archives de l'archéologie, voilà, si je ne me trompe pas. L'école française d'Athènes aussi, l'année dernière, avait organisé un symposium là-dessus. Voilà, donc voilà, c'est une question qui ne passe pas sous le radar, voilà, mais nous travaillons avec d'autres pour être mieux armés voilà, sur une question voilà, qui concerne aussi notre souveraineté, voilà, la mise à disposition et la libre disposition de ces archives. Et on voit bien voilà, le risque encouru par les données de la recherche avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Voilà, donc effectivement, c'est une question qui nous préoccupe de plus en plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être pas. Voilà, moi, je voulais peut-être insister sur ce que disait Séverine Marquis sur les FAF, parce que je suis dans mon rôle voilà, pour insister sur les instruments du ministère des Affaires étrangères. Moi-même, quand j'étais en poste en Palestine, j'avais obtenu un FAF. Moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. Alors, c'était du patrimoine et de la mise à disposition d'outils culturels et de mémoire et d'archives du Musée national palestinien à destination d'une population très fragmentée géographiquement, voilà, et qui ne pouvait avoir accès à des ressources qu'en ligne. Voilà, et donc, enfin, ça fait vraiment écho avec ce qui est fait à la CEFDAS, ce qui est fait aussi en Angola, voilà, dans le FEF qui est en cours. Et enfin, je vous invite
vraiment à vous saisir de ce genre d'outils parce que c'est une manière de financer des projets de grande ampleur en garantissant un bornage, enfin un temps de réalisation alors assez court, c'est 2 ans et demi, voilà, mais justement ça nous oblige à être efficaces et c'est des financements qui sont assez conséquents parce que ça peut aller jusqu'au millions d'euros. Voilà, donc vraiment, enfin, je vous engage à discuter avec les postes diplomatiques de vos pays de résidence et de mission, voilà, pour travailler avec eux là-dessus. Et voilà, ça sera peut-être d'ailleurs enfin, le mot de la fin pour moi parce que on approche des 15h30. Enfin, je vous engage vraiment. Je sais que vous le faites régulièrement, mais peut-être encore un peu plus, à coordonner vos actions, vos contacts avec les autorités et vos recherches avec les postes diplomatiques qui sont toujours de bons conseils et qui sont capables aussi de relier vers nous vos demandes particulières, vos problèmes et les projets que vous déposez. Voilà, donc on a réussi à faire adopter le FEF rapide de la CEFDAS, voilà celui d'Angola. Voilà, je ne vais pas parler encore celui du Pérou parce qu'on ne va pas s'avancer. Voilà, mais il y en a d'autres dans la salle. Voilà, et je sais qu'il y en a en devenir aussi. Donc, on a vraiment besoin de vous voilà, pour faire vivre cette coopération bilatérale et lui donner du corps de manière concrète et toujours en relation aussi avec les autorités locales et les bénéficiaires. Bon, là, je dis bénéficiaires pour éviter de dire population parce que c'est un peu vague. Voilà, mais je trouve que cette plénière a bien marqué la richesse de ce que vous faites et et la capacité des archéologues aussi à dépasser le strict objet recherche scientifique voilà, pour aller dans une perspective sociétale beaucoup plus large et voilà, vraiment c'est très intéressant et ça nous donne, nous, diplomates, enfin, ça donne du corps, voilà, comme je le disais, à notre relation ou à nos relations bilatérales au pluriel. Merci beaucoup. Donc il y a un café qui est à votre disposition avant de commencer la 3e plénière et la nouvelle séquence à 16h.